Laissez-moi vous présenter Manoj Bhargava, cet entrepreneur qui a fait fortune aux États-Unis dans les boissons énergétiques, notamment via son produit phare, la 5 Hour Energy. Boisson qui lui a donné les clés de la richesse, qu'il annonce en 2015 à 4 milliards de dollars. Mais Manoj Bhargava n'est pas qu'un patron chanceux qui a su vendre le bon produit au bon moment. C'est aussi un grand philanthrope. Il a décidé d'utiliser 99% de sa fortune pour aider les pauvres dans le monde, par le biais d'innovations permettant de répondre aux impératifs de première nécessité. Après avoir financé des hôpitaux en Inde, il a donc fait construire dans le Michigan un entrepôt bourré de machines de pointe, nommé Stage 2, et recruter des ingénieurs de génie. Le rêve pour un bidouilleur. Nous allons parler aujourd'hui d'une invention sortie des ateliers de Stage 2 et soutenue par l'emblématique milliardaire. Cet engin qui a fait parler de lui sur internet est pour certains médias et blogs une révolution écologique et humanitaire, permettant de fournir 24 heures d'électricité en faisant seulement 1 heure de sport. Vendu sur Amazon et présenté au travers de 2 films documentaires vantant la philanthropie de notre milliardaire, cette invention extraordinaire est un vélo. Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Qui ne s'est jamais posé la question de ce qu'il ferait s'il était riche? Perso, ça serait un gros atelier bien fourni en machines numériques et matériel divers pour me consacrer pleinement à ma passion, fabriquer des trucs plus ou moins utiles. Notre ami milliardaire s'est manifestement posé la question lui aussi, et a fini par faire un choix, utiliser 99% de ses 4 milliards pour la bonne cause. C'est beau! Non, honnêtement c'est bien, hein. Il vaut mieux ça que, je sais pas moi... faire des trucs de riches. Bon, même si Forbes estime sa fortune plus aux alentours des 1,7 milliard et pas 4 milliards. Mais je prends quand même. Vu qu'il va mettre beaucoup de pognon dans la charité, il faut le faire savoir. Ben oui, sinon qui ira raconter que c'est un type bien? Ça se concrétise donc sous la forme de 2 documentaires, qu'on peut traduire par des milliards pour le changement 1 et 2. Mais ça joue aussi sur le fait que ça peut toucher des milliards de gens. Ces documentaires sont typiques des vidéos de promotion sur un projet venant des entreprises de la Silicon Valley. On dirait la vidéo de la boîte à miracles, c'est vous dire. Manoj Bhargava, et je suis désolé pour l'accent, finance plusieurs projets développés dans son lieu fantasme pour bidouilleurs. Nous allons ici nous concentrer sur le dispositif sobrement baptisé Free Energy. Ce qui, pour une fois, n'est pas faux, vu que vous produisez de l'énergie en pédalant. Voici le prototype du Free Energy, un vélo couché où on entraîne par la force des jambes un générateur qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Énergie qui sera stockée dans une batterie pour être reconstituée en fonction des besoins. Alors, en 20 minutes de recherche, j'ai trouvé 4 brevets sur la production d'énergie en pédalant, soit avec un dispositif extrêmement simple, soit carrément le basique, la roue arrière d'un vélo posée sur des rouleaux. D'ailleurs, je me demande comment on peut breveter ça, parce que ça doit sans doute déjà exister. Donc, niveau originalité, on repassera le coup de pédaler pour faire du jus, c'est bien connu. Après oui, on peut tout à fait reprendre quelque chose qu'on pense obsolète, ou déjà fait, pour en faire une version améliorée, revisitée, boostée avec la technologie actuelle. Après tout, la majorité des innovations sont incrémentales, ce qui compte c'est le résultat en fait. La conception est simple mais efficace, on entraîne le générateur via un démultiplicateur et une roue d'inertie qui permet de maintenir une vitesse relativement constante, malgré les irrégularités de celui qui pédale. Le but est de faire tourner un générateur dans une certaine plage de vitesse, où son rendement est le plus élevé. Donc il faut trouver un rapport de transmission qui permet un certain confort, tout en ayant une bonne vitesse d'entraînement du générateur. Ensuite, l'idée du vélo couché est je pense plus efficace qu'un vélo posé sur des rouleaux. Donc ouais, a priori, pour convertir une puissance musculaire en une puissance électrique, c'est pas mal. Voici la version définitive sur Amazon, un système simple et sobre, ce qui est logique quand il est destiné à un public qui aura sans doute besoin de le réparer lui-même. Bon, c'est un engin qui est très simple et qui n'a à mon sens rien de révolutionnaire. C'est un vélo pour produire de l'électricité, quoi. Vouloir le rendre accessible au plus grand nombre est très louable, mais il faut arrêter de voir des révolutions partout. Il n'y a aucun exploit technique et aucune idée d'usage particulièrement novatrice. Alors oui, Manoj explique qu'il cherche des solutions simples pour des gros problèmes, mais c'est pas le souci. Il y a déjà plein de gens qui ont eu l'idée de brancher un vélo à un générateur et on n'a pas fait de documentaire sur eux. Et au-delà du vélo, il est heureusement pas le seul à travailler sur ces questions. Il existe des dizaines de projets visant à produire de l'énergie pour des populations qui n'ont pas accès aux différents réseaux. Les fours solaires, les systèmes à base de panneaux solaires, la création de gaz à partir de déchets organiques, etc., etc. Alors du coup, pourquoi on trouve des blogs et quelques articles qui annoncent une révolution avec ce vélo? Eh ben c'est à cause d'une bonne vieille surinterprétation des familles. Je parle du fameux 1 heure de vélo pour 1 journée d'électricité. Pour ce qui est de la puissance humaine, je vous conseille la vidéo d'Incroyable Expérience, qui ont fait le test sur une durée plus courte et qui explique toute la théorie. Juste pour se faire une idée, sur le Tour de France, un cycliste qui fournit plus de 410 watts pendant au moins 20 minutes en fin d'étape est la limite au-delà de laquelle on se pose la question du dopage. Pour le Free Energy, c'est simple, hein, le générateur est capable de fournir 200 watts. 1 heure de vélo à 200 watts, ça nous fait 200 Wh d'énergie stockée dans la batterie. À supposer un rendement de 100%, on n'est pas à ça près.
Par conséquent, l'heure de sport sur le Free Energy, au rendement maximum, peut fournir de quoi recharger 5 fois un iPad, éclairer pendant 3,3 heures une ampoule à incandescence de 60 watts, pendant 4,7 heures une ampoule halogène équivalente, ou pendant 33 heures une ampoule LED équivalente. Il peut faire tourner pendant 1h20 un frigo de classe A+, 2 heures d'une grosse télé 4K LED, ou 15 minutes d'un sèche-serviette électrique d'une salle de bain. Donc, quand on parle de fournir 24 heures d'électricité, ça ne veut rien dire. Et c'est du bullshit si on prend la consommation moyenne d'un foyer occidental. Et attention, hein, c'est pas Manoche qui raconte ça. Lui, il explique qu'on peut avoir 24 heures d'électricité pour des besoins de base. Et dans le second documentaire, il montre que c'est principalement pour de l'éclairage, via une sorte de lampe batterie portable. Non, là, on a juste des blogs et quelques sites qui ont repris l'info 24 heures d'énergie en 1 heure de sport, ce qui laisse croire qu'on peut se faire une raclette devant Netflix avec le chauffage à fond après 1 heure de sport. Si on veut alimenter un foyer moyen français à la force des muscles, c'est impossible. Il vous faudrait fournir 24 heures sur 24 à peu près 700 watts de puissance. Et là, je parle d'une puissance moyenne, donc lissée. Alors c'est sûr que là on les perd les calories, et on réfléchit à 2 fois avant de manger gras, hein, ça c'est garanti. Ok, donc à partir de là, on peut se poser 2 questions. Quels sont les besoins réels en électricité des populations pauvres? Et logiquement, est-ce que le Free Energy est capable de répondre à ces besoins avec ses 200 Wh? Et je pense que c'est vraiment une question difficile quand on n'est pas sur le terrain. Parce qu'on est bourré de préjugés sur les pauvres. De qui on parle? Des populations les plus pauvres de l'Inde ou d'un autre pays? Dans quelles conditions ils évoluent? Certes, l'électricité est un besoin de base, il faut pas avoir fait Bac+12 pour comprendre que l'accès à l'électricité est bénéfique pour beaucoup. Mais il faut être plus précis que ça. Par exemple, le vélo recharge une batterie de 12 volts. Il ne peut alimenter que des appareils en 12 volts. Sans convertisseur, on exclut toute possibilité de récupération d'appareils usagés en 110 ou 220 volts. Ils sont obligés d'utiliser des accessoires en 12 volts ou conçus pour s'adapter sur le vélo, comme la lampe batterie. On peut se poser d'autres questions. Par exemple, est-ce qu'il y a la place pour poser le vélo? Dans quelles conditions il sera stocké? S'il doit être au sec, peut-être préférera-t-on utiliser l'espace pour dormir, ou entreposer un véhicule de transport ou de la nourriture. Ou encore, peut-être qu'ils vont trouver ça ridicule d'utiliser le vélo, ou tout simplement n'ont-ils pas le temps de l'utiliser. Ce que je dis peut être vrai ou faux, finalement c'est pas ça le souci. Ce que je veux montrer, c'est qu'il faut faire attention à nos préjugés sur les populations dont on suppose les besoins et dont on apporte des solutions qu'on suppose être bonnes. Manoche l'explique d'ailleurs dans le 2e documentaire en disant qu'ils ont beaucoup cherché pour trouver les bonnes solutions. Pour éviter ce genre de problème, à mon sens, le mieux est de développer directement et avec les personnes concernées. Dans le style atelier avec du matos dans lequel on fabrique des choses utiles, il y a, encore une fois désolé pour l'accent, Vigyam Ashram. Créé dans les années 80 à Pabal, en Inde, c'est une école qui apprend les métiers techniques à la population locale en trouvant des solutions à des problèmes concrets. Et on a aussi dans cette école le tout premier Fab Lab en dehors du MIT. Et si vous ne savez pas ce que c'est un Fab Lab, j'ai fait une vidéo sur le sujet au début de ma chaîne, dans laquelle il y a un passage avec des Indiens. Il y a un alignement des planètes autour de l'Inde dans cette vidéo, c'est parfait. Alors, dans cette école, on a un budget largement inférieur, un documentaire sauf qu'il n'est pas en HD, des machines d'un autre âge, et il gère de ouf. Non seulement il fabrique des choses utiles avec les moyens du bord, comme cette pompe à eau manuelle, ce décortiqueur de riz, ou une pompe entraînée par une roue de moto. Sérieux, si c'est pas badass ça? Mais en plus, c'est fabriqué par des gens qui en ont besoin, et ils apprennent toute la théorie qu'il y a derrière. Ils savent réparer l'engin et en fabriquer un autre avec le matériel à disposition. En fait, quand je vois leur réalisation relativement à leurs moyens, j'ai l'impression que c'est plus nous qui avons à apprendre d'eux que l'inverse. Bref, pour revenir à notre sujet, le Free Energy souffre du syndrome classique du surenthousiasme par certaines sources, qui cherchent le clic ou tombent dans le panneau de la solution miraculeuse. J'avoue avoir une réticence quant à la volonté de vouloir systématiquement révolutionner le monde. D'ailleurs, les documentaires de Manoche ont aussi ce travers. Comme si vouloir faire des choses qui ont simplement du sens ne suffisait plus. Il faudrait systématiquement en faire des tonnes. Je n'ai pas parlé des autres idées développées par Stage 2, notamment les systèmes d'engrais ou de filtration d'eau, car je n'ai pas les compétences nécessaires pour en faire une analyse. En tout cas, je remercie John pour son mail qui m'a rappelé l'existence du Free Energy, que j'avais vu passer en 2015, puis que j'ai oublié. Si vous avez des idées de bullshit ou pas, vous pouvez m'envoyer un mail via le formulaire sur mon site, ou bien via Twitter. En attendant, je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.